Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Open Startup. Si vous ne connaissez pas Open Startup, il s'agit d'un événement durant lequel les entreprises innovantes ouvrent leurs portes en même temps et dans toute la ville, au grand public, aux curieux, aux étudiants ou encore à des talents à la recherche d'un emploi. C'est aussi ce podcast qui permet d'écouter les histoires, parcours et galères de start-upers et également d'échanger sur des thématiques bien précises avec des spécialistes dans leur domaine. Je m'appelle Guillaume Comagnac, directeur associé de Tracteur. Nous sommes un partenaire technique pour les entrepreneurs, des grands passionnés d'innovation et à l'initiative du projet Open Startup. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Xavier Dicor Mbouma, cofondateur de l'entreprise Fari Analytics. On revient sur son parcours et sur la création de sa jeune entreprise qui se développe rapidement. La preuve en est avec la signature de clients grands comptes en seulement quelques mois. Xavier nous partage aussi l'importance d'être accompagné, notamment par un incubateur ou un accélérateur, ou encore d'avoir un entourage favorable et qui vous soutient. J'ai passé un très bon moment en compagnie de Xavier et maintenant, c'est à votre tour. Bonne écoute. Salut Xavier. Salut Guillaume. Ravi de t'accueillir, même si techniquement c'est plus toi qui m'accueille. Bienvenue. On va parler aujourd'hui forcément de Fari Analytics, donc tu es avec l'un plaisir. des cofondateurs. Donc on va à travers tout ça parler de data, d'intelligence artificielle. Mais avant ça, ce serait mieux de savoir un peu qui tu es. Donc je vais te demander de te présenter, revenir un petit peu sur ton parcours. Ok, avec plaisir. Donc, je m'appelle Xavier Dicor Mbouma, j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai un enfant et je suis cofondateur et président de Fari Analytics. La société existe depuis février 2019, donc on va bientôt fêter nos 1 an et demi. Donc sur mon parcours, parce que je pense qu'on reviendra sur Fari après, donc sur mon parcours, j'ai fait des études de communication. Et à la fin de ces études de communication, j'ai décidé de jamais travailler dans la communication. J'ai travaillé dans le marketing sportif pendant quelques mois sur un événement qui était la Coupe du Monde de rugby. Ça commence à remonter parce que c'était en 2007, je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps. C'était déjà il y a 13 ans. Et ensuite, j'ai décidé de m'orienter vers les sales, parce que c'est ce qui m'intéressait. Et là, je suis rentré dans une des meilleures écoles pour apprendre la vente. C'est dans le groupe Safran, c'était Sagem Communication à l'époque. Je crois que ça a changé de nom depuis. Et là, on t'apprend vraiment à vendre. Tu passes 6 à 8 semaines avant d'aller sur le terrain à apprendre des techniques de vente. Donc certaines techniques très académiques et certaines techniques de roublard. Mais tu apprends en tout cas à vendre, l'art de la vente. Et j'ai passé 2 ans là-bas, c'était 2 années merveilleuses. J'ai commencé à bosser là-bas. Okay. Et donc ça a renforcé mon sentiment de me dire que j'adorais la vente. Et du coup, après, j'ai bossé dans un groupe qui s'appelle FIS, qui n'est pas trop connu FIS, que c'est un groupe américain. Et là encore, j'étais dans la vente, j'étais responsable grand compte. Et là, je me suis approché des services financiers parce que cette dimension m'intéressait. Et j'avais pas mal de potes qui bossaient dans le conseil et ce métier-là m'intéressait. J'ai fait 3 ans là-bas, c'était très formateur parce que j'étais le petit jeune entouré de commerciaux plus expérimentés. Donc là encore, j'ai appris beaucoup de choses académiques et un peu de roublardise, juste ce qu'il faut. Et donc cette expérience-là m'a permis de rentrer dans le monde du conseil financier. Et là, je suis rentré dans un cabinet de conseil qui s'appelle GBA et Associés. Et ça a été un tournant dans ma carrière. Parce que j'ai pris des responsabilités, c'est là où j'ai pu devenir manager d'équipe. Et je me suis rendu compte qu'en plus de la vente, le côté management avait un réel intérêt dans mon parcours. Et surtout, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur, Alexandre Arnon, il s'appelle, et qui reste un mentor pour moi. Donc, c'est pas quelqu'un qui était très populaire, on va dire, dans la boîte. C'était un des associés fondateurs. Mais en revanche, il m'a appris beaucoup en termes de comment travailler, de l'intention qu'on met dans le travail, donner du sens à ce qu'on fait, avoir un objectif et essayer de s'y tenir. Ouais, pas que la partie technique, mais aussi la partie plus posture, les soft skills, ce qu'on appelle aujourd'hui. Exactement. Et c'est là j'ai appris, donc j'ai travaillé 2 ans et demi avec lui, parce qu'après, ce cabinet a été revendu à Deloitte, et j'y viendrai après. Donc c'est comme ça que j'ai intégré Deloitte. Et donc lui n'a pas suivi la transaction. Mais j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et donc j'ai aussi appris le management, et c'est grâce à lui que j'ai été promu. Et donc je me suis retrouvé chez Deloitte. Quand j'avais quitté FIS, je me disais je quitte un grand groupe pour aller dans une structure plus confidentielle où on était une 50aine de personnes. Et bon, au bout de 2 ans et demi, on s'est fait racheter par un groupe encore plus gros. Donc je me suis retrouvé dans l'idée des process. Et avant de prendre une décision, il faut demander à 47 personnes en interne. Et l'expérience m'a plu parce que Deloitte, c'est quand même une boîte qui est extraordinaire. C'est un jour,
c'est intéressant de voir une boîte comme ça. Ouais, c'est une référence. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait des passages par les cabinets de conseil. Il y a pas mal EY, il y en a ici, il y en a au village qui sont passés par EY. Même si ce qu'on dit, c'est pas un passage obligé, il faut pas passer par un cabinet. Bien sûr. D'ailleurs, ils ont du mal à recruter des jeunes de sortie d'école de commerce maintenant parce que les gens veulent directement créer des boîtes et plus passer par les cabinets de conseil, alors qu'il y a encore 20 ans, c'était une référence. Et Deloitte, ça m'a appris des choses, mais c'était vraiment pas calibré pour ce que je voulais faire trop de... Enfin, ça correspondait tout simplement pas à ce que je voulais faire en fait. Et d'ailleurs, mais alors je sais pas si... alors tout ça c'est en région parisienne? Toi, tout ça c'est en région parisienne? Pas du tout, moi je suis originaire de Limoges à la base. J'y ai passé les 20 premières années de ma vie. Et après, j'étais à Lille, à Montpellier, à Paris, à Londres, et je suis rentré à Paris pour commencer à bosser. Ok. Oui, j'allais dire tout ça en substance. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ton parcours là, quand je me suis un petit peu renseigné, c'est que avant d'entreprendre là avec Paris, alors je sais pas si c'est en parallèle ou pas, mais tu as aussi eu une première expérience d'entrepreneur en fait. Complètement. En fait, depuis que j'étais, je sais pas, depuis le collège, non, je crois que c'est la seconde, j'avais envie de monter une marque de fringues, parce que j'adorais les fringues streetwear, enfin des baskets, enfin, tout ce qui était streetwear. Et du coup, j'ai dû attendre de commencer à travailler, donc d'avoir de l'argent pour investir dans ma marque de fringues. Mais cette marque de fringues, elle ne me rapportait pas assez, donc j'étais obligé de continuer à bosser. J'ai fait ça pendant 4 ans. Ouais. On était 2 associés. J'étais associé avec un ami avec qui j'étais en coloc dans toutes les villes que j'ai citées avant, y compris à Londres. On a été en coloc pendant très longtemps. Ouais, donc si vous aviez survécu à la coloc pendant toutes ces années, vous pouviez entreprendre ensemble. C'est exactement ce qu'on s'est dit. Et on a fait ça pendant 4 ans et on a arrêté parce que, 1, ça ne nous rapportait pas assez d'argent, et 2, il fallait vraiment investir tout notre temps là-dedans. Donc la société s'appelait Amonray et on avait quelque chose de novateur à l'époque, c'était en 2007. On a fait une marque avec que des vêtements en coton biologique. Et il y avait une petite étiquette sur nos vêtements, sur nos t-shirts, en la rentrant sur notre site, tu pouvais retracer le t-shirt, où on avait fait pousser le coton, où est-ce qu'il avait été transformé, et ainsi de suite. Ouais, limite, ce serait un concept qui aujourd'hui... Aujourd'hui, ça aurait du sens, mais ça demande des moyens quand même. Ouais. Ça demande des moyens, parce que nous, on avait un peu des idées à la con, comme un jour, on a dépensé 3 500 € pour 3 photos. Il y a un photographe qui nous a dit, je peux vous faire un footing, on va faire un casting, et les photos étaient canons, et c'était en lien avec notre marque. Sauf qu'à l'époque, on avait un Facebook et un site où il devait y avoir 50 visites par jour. Donc on a payé 3 500 € pour mettre 3 photos sur Facebook, avoir dans les 500 likes en tout. Et donc voilà, c'est ce genre de conneries qu'on fait. Belle photo, mais très belle photo. C'est une expérience. Voilà, exactement. Maintenant, on le referait pas, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, c'était très très marrant à faire et une très bonne première expérience entrepreneuriale parce que lui comme moi, on avait déjà ça, c'était dans notre ADN, je pense, d'être entrepreneur. C'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai eu un deuxième projet entrepreneurial après, avec un ami qui s'appelle Baptiste Aubourg, d'ailleurs, que je salue, s'il écoute. Et on a monté le concept Broads. À la base, on voulait faire un restaurant de sandwich du monde. Donc tout le monde connaissait les kebabs, les hot dogs, les burgers. Mais en fait, on s'est dit que chaque pays du monde avait autre chose il y avait d'autres sandwichs à présenter et que chaque pays du monde avait son jambon beurre. Donc vu qu'on aimait les voyages tous les deux, qu'on avait pas mal voyagé, on essayait de voir quel était le jambon beurre un petit peu de chacun des pays et d'essayer de ramener ces sandwichs-là. Donc il y avait un sandwich, notre favori c'était le Po' Boy, c'est un sandwich qui vient de Louisiane, qui maintenant est connu. Mais nous on a lancé ce projet entre 2012 et 2014, à l'époque c'était pas connu. Et du coup, pour avoir de l'argent et se faire remarquer, pour avoir assez d'argent pour pouvoir ouvrir un restaurant, on est passé par l'événementiel, des choses qui ont plutôt bien marché. On a fait le concours des jeunes créateurs, Evian Badois, on était en finale. Donc là, on était passé devant Thierry Marx, donc c'était assez intéressant. Et finalement, vu qu'on n'a pas trouvé les fonds au bout de 2 ans, on a arrêté l'aventure. Et aussi, je venais d'avoir mon fils. Donc il y avait aussi un choix à faire entre... j'étais plus étudiant et on fait ce qu'on veut. Et il y avait aussi des responsabilités à assumer. Des responsabilités, c'est exactement ça. Ok, et du coup, ça me fait penser que, en fait, là, durant cette période, entre l'expérience grand compte et à côté les expériences un peu entrepreneuriales, tu te fais un petit peu ton... et là je vais faire exprès la transition, mais ton MBA d'entrepreneur, chose qui au final vas vraiment faire un vrai MBA. C'est ça. Et moi en regardant au début j'ai un petit peu bugué, je me suis dit ah ouais, il y a un peu d'écart entre les années, la formation. Ouais. Parce que je suis sorti des cours en 2000, de l'école de communication qui s'appelle ISCOM en 2006, et effectivement j'ai repris les cours en 2017. Et c'est parce qu'il me manquait aussi ces choses-là. J'avais eu des projets entrepreneuriaux qui n'avaient pas abouti. Et même dans mon expérience en tant que salarié, il me manquait quand même des clés, d'un point de vue technique
Et même même personnellement, enfin, il me manquait peut-être une maturité pour aller encore plus loin. Ouais. Et donc, j'ai décidé de faire un MBA. D'ailleurs, c'est mon mentor qui en avait fait un 2 ans avant moi. Et j'en ai discuté, enfin, il m'a présenté on va dire, les tenants et les aboutissants et l'implication, parce qu'il y a une implication bien évidemment financière. Il y a beaucoup de MBA parce que c'est des formations qui sont vendues très très cher, donc c'est aussi un moyen de faire rentrer du cash pour pas mal d'écoles. Donc c'est dur de savoir lequel est le bon. Donc moi j'en ai rencontré une dizaine sur Paris, Ouais. HEC, Neoma, ESCP et autres, et l'EDEC. Et finalement l'EDEC c'est là où je me suis dit que c'est ce qui représentait le plus, qui correspondait le plus à ce que j'attendais en termes de MBA. Je me suis pas trompé parce que ça a été 2 ans mais bouleversant dans ma vie, ça m'a vraiment changé je pense en tant qu'homme, en tant que personne et professionnellement bien évidemment. Et c'est pas un hasard si juste à la sortie du MBA, j'ai monté Fari on a monté Fari avec mes associés. Yes, et du coup, justement, moi je voulais savoir, là tu parles monter Fari avec tes associés, est-ce que c'est durant ces expériences-là que tu les rencontres? Est-ce que c'est... Alors, on est 3 associés. Donc, si on reprend l'histoire au début, quand Ouais. on a créé Fari en février 2019, avant ça, donc avec un de mes associés qui s'appelle Mathieu Ducouré, il y a 2 Mathieu dans mes associés. Ouais. Donc, avec Mathieu Ducouré, on gérait ensemble le bureau européen, enfin sur la partie francophone, d'une société qui s'appelle Fiserv. Donc, dans le monde, en gros, ils font des logiciels pour les banques. Et il y a 22 000 personnes, donc là encore c'est un grand groupe, 22 000 personnes. Et nous, on était une trentaine dans le monde à faire simplement, on faisait de l'analyse de données pour les banques. Ok. L'analyse de données, la finalité, c'était l'optimisation des revenus. Et le truc, c'est que notre boss... Vous faisiez de l'analyse de données de façon un peu mécanique, j'ai envie de dire, un peu manuelle Plutôt ou, data mining, c'était vraiment regarder dans les lignes de facturation des banques où est-ce qu'il y avait des fuites et permettre aux banques d'éviter ces fuites. Donc voilà ce qu'on faisait. Donc il n'y avait pas de dimension réellement technologique, c'était plutôt une expertise technique. Mhm. Et on était une trentaine dans le groupe à faire ça, donc 30 sur 22, ce qui fait peu. Et nous, donc, on dirigeait la partie francophone IMBA, moi sur la partie IMIA, pardon, moi sur la partie business et lui sur la partie direction de projet. Et on s'est très vite rendu compte que personne dans notre boss, il ne parlait pas français, il ne connaissait pas les clients. Et donc souvent on se faisait des réflexions en se disant, mais en fait on devrait gérer ce business, faire ce business nous-mêmes parce que, en gros, et puis la marque Fiserv n'était pas connue en France, Mhm. n'était pas connue en Belgique, elle n'était pas connue au Maghreb. Donc on avait plutôt intérêt à le faire tout seul. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a bossé 1 an et demi pour Fiserv et après on a quitté Fiserv et on a décidé de se lancer dans l'aventure Fari Analytics. Et donc là, c'est l'occasion que tu nous pitches ce qu'est Fari. Avec plaisir. Donc Fari, on est spécialisé en analyse de données. Donc en gros, on aide les entreprises à exploiter pleinement le potentiel contenu dans leurs données. Et pour ça, on utilise des techniques de machine learning et d'intelligence artificielle. Et le constat sur lequel on a monté Fari, c'est qu'il y a en gros 4 décideurs sur 5 qui savent qu'ils ont des données et que ça a de la valeur, mais ils ne savent pas comment les exploiter. Et c'est sur cette base-là qu'on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Auprès des banques, parce que nous, c'est les banques qu'on connaissait parce que Fiserv était spécialisé sur ce marché-là, mais sur les banques, enfin, sur cette activité auprès des banques. Quand on a monté la société, on était ce qu'on appelle une fintech. Donc nous, on disait à tout le monde, on est une fintech. Et quand on s'est présenté d'ailleurs pour entrer au village, on leur a dit qu'on était une fintech. Ouais, on va peut-être faire une mini parenthèse sur Oui. le village by CA, Bien sûr. Accélérateur. Donc on est le village by CA. Agricole. Exactement. Donc normalement, ça s'appelle, c'est pas un incubateur et c'est bien un accélérateur parce que normalement quand on rentre au village by CA, on a au moins entre 2-3 ans d'expérience d'entreprise et on a déjà du chiffre d'affaires. Et nous, quand on est rentré ici, on n'avait pas encore créé la société parce que c'était fin 2018 qu'on a envoyé un dossier ici. Donc effectivement, dans notre tête, on était une fintech. Quand on a postulé ici, on n'avait pas de nom de boîte, on n'avait pas de nom de domaine. Donc en une après-midi, on a dû tout créer. On a dû déposer le nom Fari Analytics. Pourquoi Fari Analytics d'ailleurs? Parce qu'on a fait une liste de plusieurs noms qui nous plaisaient et on a dû s'arrêter sur un des noms. Et donc c'est Fari qui a obtenu le plus de voix, parce qu'en latin, et ça c'est le frère de Mathieu, donc on a un associé parisien qui nous l'a dit, ça veut dire dire, prédire, raconter quand c'est un verbe, et ça veut dire le phare quand c'est un nom. Et donc Fari, ça correspondait bien à ce qu'on faisait, ou à ce qu'on fait d'ailleurs, et l'histoire qu'on raconte à nos clients. Et on a mis le analytics aussi, c'était pour se justifier du fait qu'on faisait de l'analyse de données, et maintenant on parle plus de Fari que de Fari Analytics.
On se sent assez légitime maintenant pour fonctionner comme ça. Ouais, moi, même quand je parle de vous, je dis Fari en général. Bon, c'est bien si ça circule comme ça. Déjà, c'est plus facile, je trouve que c'est... Exactement. Mais c'est quelque chose qui est important quand même, choisir un nom, mais vous, au final, vous étiez un peu quand même dans l'urgence de... Faut qu'on choisisse un nom. Voilà, on était dans l'urgence, on était un peu à poil, comme on dit, quand on a postulé ici. Donc, je sais pas si ceux qui ont voté pour nous entendront, mais voilà, on a dû sortir une pitch deck. Et d'ailleurs, c'est un peu notre pitch deck, on l'adore. C'est quand même les 8 slides qui nous ont permis de rentrer ici parce que ça a changé notre vie. Donc du coup, on a créé effectivement la société en février 2019 et on est rentré ici en mars 2019, toujours comme FineTech. Et ce qui a changé notre positionnement, c'est qu'on a rencontré Sanofi en fait. Donc quand on rentre au village, il y a des promos tous les ans et tous les dirigeants de start-up pitchent leur start-up pendant 2 minutes auprès de tous les partenaires. Et donc dans les partenaires du village de Bordeaux, il y avait Sanofi. Et on est sorti de l'estrade, ils sont venus nous voir directement en disant vous êtes spécialiste de l'analyse de données, nous on pense avoir des données, on pense qu'il y a un intérêt ou de la valeur dans nos données, ça pourrait nous aider sur différentes problématiques, il faudrait qu'on se rencontre. Et nous on s'est dit, donc déjà on était hyper enthousiastes, après tout le monde nous a dit faites attention parce que les grands groupes promettent souvent des choses qu'ils ne font pas. Et eux ils nous ont vraiment rappelé 15 jours après, 3 semaines après on les rencontrait, on a rapidement lancé un projet et une mission, et en 3 mois de mission on a réussi à leur faire gagner 10% sur leur coût de transport. Ce qui a été, intéressant pour eux, intéressant pour nous, parce qu'au bout de même pas 6 mois, on avait déjà le tampon Sanofi. Et donc, c'est là aussi où on s'est dit, en fait, notre métier, c'est pas forcément auprès des banques ou des assurances, ou dans le secteur, banque-assurance, c'est plutôt dans l'industrie, auprès d'une cible d'ETI et de grands comptes, ou de filiales de grands comptes. Pour le coup, là, le village, il a vraiment bien porté son nom d'accélérateur. Exactement, et c'est une réalité. Et je vous conseille à tous les entrepreneurs, si vous pouvez vous faire incuber dans un village, foncez parce que ça apporte, les partenaires, c'est indéniable. Et la deuxième chose, c'est que, comme je l'ai dit, tous les dirigeants ou les dirigeants qui rentrent ont entre 2-3 ans d'expérience jusqu'à 10 ans. Et le temps qu'on passe ensemble dans les couloirs autour d'une bière ou dans des salles de réunion à échanger de dirigeant à dirigeant sur donc c'est au-delà du bullshit que tout le monde raconte en disant ma société va super bien. Là, c'est vraiment, donc j'ai des doutes sur les ventes, j'ai des doutes sur mes choix stratégiques, j'ai des doutes sur pas mal de choses et on discute beaucoup entre nous. Et donc il n'y a pas de tabou, chacun se met à poil et le but c'est de dire la vérité et trouver une solution. On essaie de trouver des solutions, comment s'aider les uns les autres. S'il y en a un qui a besoin de faire une levée de fonds, on va regarder dans notre réseau qui pourrait être pertinent. S'il y en a qui ont des problèmes en sales, comment on peut les aider et ainsi de suite. Et on arrive vite à partager même du perso parce que nos vies sont largement imbriquées. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais justement l'équilibre pro-perso à trouver quand on est entrepreneur, c'est jamais forcément... C'est très important. Facile, mais on est toujours un peu sur le fil. Moi, ça, c'est vrai que moi, je partage ton avis. Rejoindre un incubateur, accélérateur au début, c'est le meilleur endroit pour avoir le plus de feedback, de retour. Bien sûr. De rencontrer, comme tu l'as dit, d'autres gens qui sont dans la même situation que toi. Donc, clairement, moi, je trouve que c'est une étape qui est pas obligatoire, mais qui est vraiment facilitante et ça peut être un vrai tremplin. Ça fait vraiment gagner du temps parce que nous, on serait sûrement encore en train de se casser les dents peut-être sur le marché bancaire. Puis là, je sais pas, je pense qu'il y a 20% ou 30% des rendez-vous que l'on a chaque mois qui viennent du village. Il y a des partenaires qui viennent, il y a des prospects qui viennent. C'était justement une de mes questions parce que vous créez Fari, vous êtes jeune boîte. Comment on arrive à aller chercher ces grands comptes ETI? Parce que franchement, c'est pas une mince affaire, quoi. C'est un combat parce que, on n'est pas connu. 2, on n'est pas encore différent. Là, maintenant, on commence à trouver notre proposition de valeur. Mais peu de références. On avait peu de références. Donc Sanofi, forcément, ça, on l'a tartiné à toutes les sauces et on l'a décliné parce que c'est un grand nom. Puis ça nous permettait aussi, ça nous rendait légitime. Oui, et puis au-delà de ça, il y a eu un vrai succès, comme tu as dit, sur les chiffres. Voilà. Exactement, la mission a bien marché. Et après, il y a une notion de comment on se comporte en tant que start-up. Si on passe du temps avec les équipes au village, si on fait l'effort d'aller rencontrer les partenaires. Si on est présent quand les partenaires viennent, on pourra avoir plus de rendez-vous, on pourra expliquer ce qu'on a fait, les partenaires parlent entre eux, et ainsi de suite. Donc il faut pas juste espérer vendre, il faut aussi créer une relation et pas espérer vendre à très court terme et voir les choses dans la durée. Nous, on est positionné sur les grands comptes et les ETI, les ETI grands comptes. Et mon expérience commerciale, même la nôtre avec tous mes associés, ça a prouvé qu'il fallait être patient. Et on ne signera pas des deals en un mois, on a un cycle de vente qui est relativement long. Donc il faut aussi accepter ça.
Donc c'est possible de travailler avec des ETI et des grands comptes, mais il faut accepter d'être patient et tenter différentes techniques. Donc nous, il y a des rendez-vous qui nous sont apportés par le village. Après, on fait de la prospection. On fait de la prospection par email, par téléphone. Il y a aussi nos carnets d'adresses. Donc moi, j'ai fait un MBA à l'EDEC. Et mon associé en a fait un à l'ESCP. Il y a les boîtes par lesquelles on est passé. Donc on essaie de créer quelque chose. L'importance du réseau, ouais, c'est clair. Exactement. L'importance du réseau et l'importance aussi de sortir de chez soi. C'est jamais facile d'aller dans un événement, d'aller serrer des mains parce qu'on a l'impression d'être un VRP. Mais on gère une boîte et c'est ce qu'on fait. On est des VRP. Quoi qu'il arrive, on se vend à n'importe quel moment, on se vend auprès des clients, des partenaires, des investisseurs, même en interne, quand on veut recruter ne serait-ce qu'un stagiaire, ce qu'on lui vend, c'est une ambiance, on lui vend des compétences qu'il va pouvoir acquérir, une maîtrise des logiciels, on lui vend l'ambiance du village. Donc on passe notre temps à se vendre, en gros. C'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de recette miracle pour aller chercher des grands comptes. Il faut travailler. Exactement. Maintenant, une fois que ce grand compte, vous l'avez entre guillemets signé, qu'il y a eu un accord, comment ça se passe une mission type? Alors une mission type, Mathieu Ducouré à Paris travaille énormément. Arrête de dormir pendant 2 mois. Il a beaucoup de boulot parce que... Non, déjà, on peut peut-être dire auparavant, vu que vous valorisez de la donnée, j'imagine que un des intrants, c'est de regarder qu'est-ce qui existe déjà comme données. Est-ce que Exactement. En gros, c'est exploitable? Donc pour resituer l'équipe, donc on est donc 3 associés. Donc moi je suis plutôt en charge du développement commercial et des partenariats et de l'administration, on va dire, de la boîte. Mathieu à Paris, lui, il est en charge de la direction des projets. Et Mathieu Brottier, qui est ici avec moi et qui était avant à Montréal, lui, c'est la direction marketing. Donc après, on a une chargée de marketing, un stagiaire en charge du développement et un data scientist qui est à Toulouse, qui est enseignant-chercheur, qui partage son temps entre nous et son boulot. Donc les rôles sont bien délimités. Les rôles sont délimités. Pour vous. Et Exactement. du coup, vous avez aussi là pour le moment chacun la responsabilité de quelqu'un pour vous aider en support. Même si Laurie, donc, qui est notre chargée de marketing, travaille plus avec Mathieu qu'avec moi, mais voilà, on a tous, après on travaille tous ensemble parce qu'on est une startup et même sur les projets, il est important quand on travaille avec une direction marketing par exemple, Mathieu et Nico, donc Mathieu Ducouré et Nicolas vont apporter beaucoup de technicité dans le rendu. Mais après, il faut aussi marketer ce rendu-là pour que ce soit vendable et compréhensible aussi par nos clients. Nos clients, ils attendent des résultats, ils n'attendent pas forcément l'explication des résultats. Oui, surtout que il faut verbaliser, il faut démocratiser un peu ce que vous faites. Exactement, parce que c'est complexe ce qu'on fait. Enfin, ça peut être, on pourrait le rendre complexe. Le risque, et c'est ce qu'on a essayé de faire au début, on s'est cassé les dents, on rentrait sur le terrain du technique. Donc on s'est dit, en mettant du technique, ça allait valoriser notre travail. Pas du tout, en fait. Les clients, ils s'en foutent de savoir ce qu'on utilise comme logiciel. Enfin, si certains nous demandent, mais c'est pas là qu'ils nous attendent. Si la problématique, c'est la réduction des coûts de transport, au final, il faudra réduire les coûts de transport. Si la problématique, là, c'est une mission qu'on est en train de traiter pour Keolis, si la mission, c'est créer un modèle prédictif des ventes de tickets sur les automates, c'est ça qu'ils attendent plus que quelque chose de très technique. Ils attendent qu'on arrive à prédire ce modèle-là et qu'on l'implémente dans leur système. Du coup, on a un petit peu digressé, mais c'est pas grave. Oui, ça fait partie du podcast. Mais donc là, si tu reprends la mission type. Voilà, une mission type, on démarre toujours par, même si je te fais le cycle de vente complet, en général, on fait un premier rendez-vous, il y a un intérêt du client. Là, on fait un deuxième rendez-vous de 2-3 heures et pendant ce rendez-vous, on va discuter avec les clients. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide à trouver le potentiel dans les données pour répondre à une problématique. Mais il faut trouver cette problématique. Et pendant ce rendez-vous de 2-3 heures, les clients vont nous dire... je pense qu'il y a quelque chose à faire sur la supply chain. Et donc là, sur la supply chain, on les fait parler, on va se rendre compte qu'il y a effectivement un problème. Ils ne sont pas sûrs de choisir les bons transporteurs automatiquement. Ils pensent être surfacturés par des transporteurs. Ils pensent que les camions ne sont pas remplis de façon optimum. Donc ils multiplient les trajets et ça leur fait perdre de l'argent. Ils pensent que les équipes, le nombre d'intérimaires par exemple, ou de salariés dans les entrepôts de stockage n'est pas optimum et ainsi de suite. On va discuter, ils vont nous parler de plusieurs problématiques. Une entreprise nous a parlé d'un sujet, ils ont des différents hubs dans le monde, ils exportent des produits partout dans le monde. Ils ont différents hubs, mais les hubs, c'est les mêmes depuis 15-20 ans. Et en fait, ils se sont rendus compte que le business a changé. Le monde a changé, et peut-être que les hubs, ça n'a plus de sens d'en avoir un, je sais pas, au Kazakhstan, parce que maintenant, tout le business s'est décalé un petit peu à l'ouest. Et ça, c'est des choses qu'on va regarder avec eux. Donc, on va identifier 3 ou 4 problématiques, et on va regarder les données disponibles. Parce que s'il y a une problématique et qu'il n'y a pas de données en face, c'est aussi pour ça qu'on travaille peu avec les PME. C'est que la problématique principale, en tout cas pour travailler avec nous des PME, c'est qu'il n'y a pas assez de données disponibles. Donc on ne peut pas sortir de tendance, donc on n'a pas de valeur à amener. Ça serait dépenser beaucoup d'argent finalement pour pas grand-chose. Donc il faut quand même qu'il y ait une grosse volumétrie de données pour que notre action ait du sens.
Et donc voilà, donc on va fixer des problématiques, on va regarder les données disponibles et on va dire à notre client, on pense, nous, Farid, notre recommandation, c'est d'abord de commencer par ces deux problématiques. Un, parce que la donnée est disponible, et deux, parce que je pense que c'est pour ça que l'analyse de données aura le plus de valeur. Mhm. Et donc après, c'est bien évidemment nos clients qui choisissent. Là, on démarre la mission, et après, en fonction de la mission, entre le moment où on démarre et le moment où la mission est finie, il se passe 2 à 3 mois. Et on a 3 phases on a une phase de découverte, une phase de développement et test, et une phase plutôt de mise en œuvre. Mhm. Et on a rajouté aussi la formation. Ça nous a été demandé par un de nos clients. Il nous a demandé, c'est la première fois qu'on nous demandait le code, de livrer le code. Et nous, au départ, on était un peu, on se disait, non, il faut absolument pas qu'on donne le code. Oui, c'est votre Ouais, potion magique. C'est notre potion magique, faut pas le donner. Et on a appelé une boîte à Montréal, que tu connais peut-être, Move.ai. Et parce que Mathieu, mon associé, les connaissait bien. Et eux, ils nous ont dit, nous, on donne le code. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on les forme pour l'utiliser et pour maintenir ce code-là. Et c'est ce qu'on s'est dit, en fait. On s'est dit qu'on n'avait pas un intérêt particulier à revendre un code créé pour une mission spécifique et une problématique spécifique. L'intérêt n'était pas là dans la relation, surtout avec une ETI ou un grand groupe où on peut travailler avec eux sur la durée. Ok, et hyper intéressant. Donc ça, c'est 3-4 mois. Exactement. Et ok. Et là, donc, j'entends qu'il y a quand même une partie technique. Ça, c'est ce que vous faites actuellement. Est-ce que d'ici, dans votre vision à 2-3 ans, est-ce que vous allez aller de plus en plus vers là, ce que vous faites, c'est un peu du service outillé. Je vois la question, et complètement. Tu vois là où je veux en la venir. question. C'est le but parce que pour l'instant, on fait ce qu'on pourrait appeler plus du conseil. Même si on utilise des outils techniques on a une technicité dans l'approche, ça reste du conseil. Là, on commence à automatiser certains processus. Donc, donc les clients nous envoient les données, donc ils les chargent sur une plateforme AWS. On essaye à chacune de nos missions de voir ce qu'il est possible d'automatiser. Et notre volonté profonde, c'est de créer une solution, de passer d'un business de service qu'on fait à l'heure actuelle à un business de produit. Et ça, pour plusieurs raisons, c'est que nous, on fait des one-shots avec nos clients, même si chez un client, on peut faire plusieurs missions. Mais pour l'instant, c'est du one-shot. Et basculer sur un business de produit, pour des raisons très simples, c'est quelque chose de plus scalable. On pourrait investir beaucoup plus dans une force commerciale si on a un produit à vendre plutôt que du service. Donc c'est quelque chose vers lequel on veut tendre. Mais je pense qu'il faut qu'on trouve un pain point commun à beaucoup d'entreprises avant de pouvoir le faire. Mais en tout cas, la recherche et développement est déjà lancée et on essaie à chaque mission de noter ce qu'il est possible d'automatiser, et c'est notre volonté. Oui, et puis de toute façon, il ne faut pas courir aussi vite, c'est un marathon, la vie d'entrepreneur, donc au final, même si vous avez cette vision-là, déjà c'est un petit peu, pour prendre les termes très start-up, c'est un peu votre MVP là, que exactement, de faire, c'est exactement ça. Ces premières missions où vous faites encore beaucoup de choses, peut-être un peu manuellement, j'ai envie de dire, mais c'est comme ça que vous apprenez. On essaie de le réduire, puis en plus, quand on est rentré ici, le décalage qu'il y avait entre des startups qui avaient 3, 4, 5, 6 ans d'existence et nous, c'est qu'on a directement voulu rentrer dans le côté technique et essayer de développer directement une solution sans savoir pourquoi. Et je pense qu'on a perdu 6 mois à essayer parce que quand on est dans l'univers des startups, beaucoup de gens nous disent alors qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que c'est scalable ? Parce que si vous voulez lever des fonds, il faut que ce soit scalable. Et nous, on s'est un peu perdu là-dedans. Et en septembre de l'année dernière, on s'est recentré on s'est dit ok, nous on sait faire ça. Et ça, pour l'instant, on le fait bien. Donc autant déjà continuer à faire ça, voir le nombre de gens que ça intéresse. Comment on peut améliorer nos process au fur et à mesure, parce qu'on n'a même pas encore 1 an et demi d'existence, et il faut qu'on ait ça en tête, c'est que ça sert à rien de vouloir... c'est pas une course, tu l'as dit. Ouais, arrêtons de vouloir devenir une start-up si on est déjà de base une bonne PME qui exactement, fait du chiffre, c'est exactement ça. Et on s'est fait un petit peu happer par le truc. On a joué à un jeu où c'était pas nous, quoi. Et quand on a recentré tout ça, ça nous a quand même permis de mieux travailler, de se poser les bonnes questions, et donc on se structure dans ce sens-là. Justement, sur la partie travailler, moi connaissant un peu l'entreprise, au début, et tu l'as dit, vous avez monté l'entreprise, vous étiez totalement distribué, donc un à Montréal, un à Paris, un à Bordeaux. Et un à Toulouse pour Nicolas. Ouais. Et comment on fait pour que la société elle vive Il fallait s'organiser pas mal. Ouais. Et donc d'ailleurs, j'ai pas parlé d'elle, mais il y avait Elsa qui était aussi une des fondatrices, qui a arrêté au bout de 6 mois parce qu'elle voulait devenir coach professionnel, donc elle voulait changer de métier. Mais donc Elsa, elle était à Paris, donc j'avais 2 associés à Paris, un à Montréal, moi ici, et Nicolas à Toulouse. On a passé pas mal de temps en visio, et donc ça nous a servi pendant le confinement parce que finalement ça nous a pas trop changé. Et beaucoup de temps en visio et beaucoup de discipline sur les rendus parce que Mathieu à Montréal avait 6 heures de décalage.
Et Mathieu, c'est notre directeur marketing et c'est lui qui faisait en sorte que nos presse soient vraiment canon. Et le truc, c'est qu'entre les modifications qu'on lui envoyait et le moment où lui nous répondait, il se passait du temps. Et donc, quand nous, on se réveillait, que les modifications n'étaient soit, si c'était toujours les bonnes, mais qu'on avait d'autres modifications, on devait attendre un cycle de 6 heures que lui se réveille, et ainsi de suite. Donc, ça a été une petite gymnastique. Ouais. Mais finalement, ça s'est bien fait parce qu'on a commencé à avoir beaucoup de rendez-vous à Paris et à Bordeaux. Parce que globalement, c'est les deux secteurs où on travaille le plus, Bordeaux et Paris. Et du coup, moi j'allais souvent à Paris, donc on se faisait des réunions à Paris, eux faisaient souvent à Bordeaux et ainsi de suite. Ça a été une bonne gymnastique, un bon entraînement, mais après on se rend compte qu'on bosse quand même beaucoup plus vite. Là, Mathieu est rentré de Montréal Mhm. et on bosse quand même beaucoup plus vite quand on est tous ensemble, quoi. Ouais, parce qu'il y a tous ces petits moments informels, voilà, C'est ça. t'es tout le temps Et ensemble. puis c'est pas des réunions en visio, donc on a le temps d'itérer sur pas mal de choses et ça va beaucoup plus vite. Et t'as parlé de visio, mais il y a peut-être des outils au quotidien que vous utilisez qui sont cool, que tu Nous, pourrais on a partager. pas mal de téléphones. Et non, après, c'est Google. La suite Google, ouais. Ouais, exactement. La suite Google, c'est le paradis, c'est pas cher. On a tout ce qu'on veut là-dessus. Enfin, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'utilisent d'ailleurs ici. Ouais, mais moi je suis assez friand de ça, on utilise Oui, ça aussi. je pense qu'il n'y a pas un intérêt grandiose, en tout cas pour nous, d'investir dans une autre solution parce que c'est ce qui marche le mieux. On n'a pas à se plaindre. Ok, donc ouais, simple en fait. Après, les outils, là, on a beaucoup d'outils, c'est pour la prospection. Ouais. Pour scraper LinkedIn et autres. Donc, c'est encore une fois l'intérêt d'échanger entre entrepreneurs, c'est que dès qu'on découvre un nouvel outil, on en parle aux autres. On a un Slack et un WhatsApp de dirigeants et on s'échange tous les outils. Puis vu que je crois que le plus vieux d'entre nous doit avoir pas loin de la cinquantaine et les plus jeunes doivent avoir 23 ans, il y a quand même un spectre assez large de gens qui ont découvert des outils, qui en connaissent et donc on peut partager pas mal de choses. Ouais, c'est cool. Toujours pour rester un peu sur la partie plus organisation, est-ce qu'il y a des choses que vous faites chez Fari qui font partie un peu, alors en startup on parle de la culture, même si je trouve le mot il est parfois un peu galvaudé, mais Oui, qui font un peu l'identité de Fari, qu'est-ce qui fait que je pense Fari est que Fari? le fait qu'on s'entende très bien déjà tous les trois, ça donne quand même le ton à tout ce qui se passe derrière, à l'intégration des stagiaires. Tu vois, je t'ai dit en off avant qu'on commence l'enregistrement, il y a des moments qui sont fondateurs. Le moment qu'on a passé ensemble, la soirée qu'on a passé ensemble avec nos collaborateurs et mes associés, alors qu'on ne s'était pas vu depuis très longtemps, ça c'est des moments fondateurs. Le ton qu'on donne, je ne sais pas si c'est l'univers startup, mais la personnalité des fondateurs, elle est élémentaire. Et Mathieu Ducouré à Paris, on n'était pas amis à la base parce qu'on s'est rencontrés chez Pfizer, mais Mathieu Brottier, je le connais depuis qu'on a 10-12 ans. On a joué au basket ensemble et même si alors, la plupart des gens disent qu'il ne faut pas s'associer avec ses amis, tu vois, je ne pense pas qu'il y ait des vérités générales sur tout. Ouais. Et en l'occurrence, je pense que c'est un bon exemple d'entrepreneuriat. C'est que ça apporte aussi des automatismes, ça apporte aussi une légitimité pour dire les choses franchement, et on sait qu'on ne va pas se vexer, ça reste du travail. Et donc ça, c'est important pour nous. Et on fait très attention à ça quand on recrute aussi les gens. C'est qu'on faut qu'il y ait ce feeling un petit peu au-delà des compétences, parce que recruter quelqu'un de 22 ans et espérer qu'il sache se servir de tous les outils de la Terre et qu'il soit efficace directement, ça c'est une illusion. En revanche, recruter une personnalité, ça je pense, on arrive à le déceler. Et en l'occurrence, Laurie, elle nous a eu sur une phrase quand on lui a demandé ce dont elle était le plus fière. Elle fait du hand, elle nous a parlé de son parcours en hand. Et on a vu Kobe Bryant, quoi. Quand on en a parlé, tu vois, nous on est fans de basket et tu vois, ça correspondait à peu près à ce que disait Kobe Bryant sur le basket. Donc on s'est dit, ok, on la prend tout de suite. Trop bien. Et d'ailleurs, ça me fait penser, et puis en même temps, c'est le podcast d'Open Startup, donc on va faire un instant mini promo vu qu'on parle de recrutement. On est là pour ça aussi. Tu m'as partagé une anecdote Oui. qui m'a fait hyper plaisir sur Chloé, je crois. Et d'ailleurs, avec Chloé, elle arrive. Donc elle s'appelle Chloé et c'est pas bien, mais je me rappelle plus de son nom de famille. Donc il y a eu Open Startup. Je rappelle ce que c'est Open Startup. Ouais, normalement les gens savent ce que c'est. Alors, mais il y a plein t'es pas obligé de Pour le nos amis refaire. américains qui ne savent peut-être pas ce qu'est Open Startup. Toutes les startups de Bordeaux, et à ton initiative, et encore une fois bravo parce que c'était un super événement, ont ouvert leurs bureaux au public. Et donc l'idée c'était qu'on ouvrait les bureaux sur une journée et tout le monde pouvait venir rentrer dans nos bureaux, demander ce qu'on faisait comme boulot. Nous on avait mis à disposition des madeleines qui ont eu un gros succès. Petite pub pour Madeleine Bijoux, si vous écoute. Et donc cette journée-là, il y a une fille qui s'appelle Chloé qui est arrivée, qui vient elle aussi de Montréal, qui était statisticienne là-bas. Elle est arrivée à Bordeaux et elle voulait travailler dans une société, enfin autour de la donnée. C'était encore un peu vague. Et elle est venue nous voir avec un CV en me disant, je vais peut-être intégrer une formation à Simplon
pour apprendre à coder en Python et en R et je serais intéressé pour faire un stage chez vous. Donc elle ne savait pas si elle était prise à la formation. Elle ne savait pas encore exactement ce qu'elle allait faire si elle n'était pas prise, et ainsi de suite. Donc on lui a dit pas de problème. Mais elle a eu le cran aussi de venir. Elle a eu le cran, puis elle a utilisé Open Startup de la bonne façon. Et à tous ceux qui nous écoutent et qui cherchent du boulot, préparez un CV, préparez votre pitch et rentrez. Allez voir toutes les startups qui vous intéressent. Alors c'est valable pour Open Startup, c'est hyper cool Oui. que tu le dises, mais en fait c'est valable tout le temps. C'est valable tout le temps, mais là en l'occurrence ça s'y prête parce qu'il y a un accès direct aux dirigeants de boîtes et ils sont 2 ou 3 à être venus avec un CV, mais elle a bien fait la démarche parce qu'il y en a qui avaient une pile de 15 CV et qui distribuaient des CV à tout le monde en espérant que quelqu'un dise oui. Ce qu'elle a fait elle, c'est qu'elle a ciblé la startup qui l'intéressait, elle savait ce qu'on faisait, elle avait un projet, elle nous en a parlé, on est resté un quart d'heure avec Mathieu en bas dans le bureau avec elle, on a compris ce qu'elle faisait. Et c'était début mars, on lui a dit ok, dès que tu sais si t'es prise ou pas, tu nous rappelles. Et elle m'a rappelé début juin en me disant c'est bon, j'ai été prise, je commence bientôt, est-ce que tu es toujours ok pour le stage? Et on lui a dit oui, et donc elle arrive en octobre. C'est génial. Et donc elle va passer, je crois qu'à partir d'octobre, il lui restera 3 ou 4 mois. Donc si ça se passe bien avec nous, on ne sait pas ce sur quoi ça peut déboucher. Donc c'est génial, et encore une fois, bravo, et je conseille à tout le monde tous ceux qui cherchent en tout cas du boulot, venez le faire. Puis même pour les autres, c'est intéressant d'échanger, de découvrir. On a fait des belles rencontres, on s'est bien marré nous ce jour-là. Ouais, c'est cool, ça fait vraiment plaisir à entendre. Et de toute façon, on a parlé avant un peu de réseau. C'est ça aussi, dans ce monde-là qu'est l'écosystème technologique, start-up, entrepreneurial. S'il y a bien une chose qui est facile, c'est de connecter les gens parce que c'est un peu. Surtout et toi qui as connu le monde du conseil ou je pense à d'autres secteurs qui sont peut-être plus codifiés en fait, c'est peut-être plus difficile pour. C'est plus codifié, puis les gens viennent toujours avec. Les gens confondent. Loin de moi vouloir taper sur le conseil, mais c'est plus de dire que dans le monde entrepreneurial, c'est quand même plus facile de connecter rapidement avec les gens. Parce que les gens, déjà il y a moins de façade, déjà c'est quand même plus facile de parler à quelqu'un qui a une trentaine d'années qui n'est pas en costume et qui est en basket que quelqu'un qui est en costume tiré à 4 épingles. Et même si c'est pas ça qui résume le conseil, c'est de toute façon plus simple. Mais après il y a aussi une autre dynamique, c'est qu'il faut faire les choses de façon désintéressée. C'est que le réseau c'est ça, c'est que échanger. Quand tu nous as appelé quand tu nous as demandé pour Open Startup, on a dit oui directement, mais on n'avait pensé à rien d'autre que te dire oui, parce que ça nous faisait plaisir de le faire et il faut fonctionner comme ça. Alors que les gens ont tendance à activer leur réseau quand ils ont besoin de faire une levée de fonds, quand ils cherchent un boulot, quand ils ont un intérêt à le faire. Il faut faire les choses de façon désintéressée et de toute façon ça se passe bien. Quand on fonctionne comme ça dans la vie, en général il n'y a que quelque chose de positif qui sort de ça. Tu prêches un convaincu. Moi aussi je crois un petit peu au cercle vertueux de dire connecter les gens ensemble, alors que des fois tu n'as aucun intérêt à ça, mais faire une mise en relation. Il faut fonctionner comme ça. À une époque, on en parlait beaucoup avec ma femme qui ne comprenait pas pourquoi parfois on m'appelait en me disant est-ce que tu peux, est-ce que tu as du temps ce soir pour, je sais pas, je voudrais te parler d'un projet ou autre, et tu vois, je prenais ce temps, alors tu vois, j'avais à Monterey ou j'avais le MBA. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire en fait. C'est que si tu peux prendre du temps et que c'est pas non plus, ça ne te prend pas la semaine, c'est pas un dossier de 30 pages à rendre pour quelqu'un. Si c'est du temps que tu peux prendre et que c'est relativement facile d'aider quelqu'un, il faut le faire, c'est vertueux et après ça va dans le bon sens. Ouais, et puis en plus tu l'as dit, je pense que c'est quand tu évolues un petit peu dans ton parcours professionnel, en fait quand tu es plus jeune, tu as eu la chance de rencontrer peut-être des mentors ou des personnes un peu clés. Exactement. Qui t'ont aidé à progresser. Qui ont pris ce temps. Au bout d'un moment, il faut essayer de aussi toi transmettre. Exactement, et ça c'est très important, c'est très important la transmission. Et c'est vrai pour nous trois. On est très... D'ailleurs on va tous les deux donner des cours. Oui, carrément. Question directe, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui que tu aimes ton métier, tu aimes ce que tu fais chez Fari? Il y a ce qu'on propose, on a vraiment quelque chose à proposer à un moment où ça intéresse les entreprises en fait. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaie de chercher le positionnement exact, parce qu'à chaque fois qu'on rencontre une entreprise, on met une quote en fait dans nos présentations qui est nous avons beaucoup de données mais nous ne savons pas comment les exploiter au maximum. Ça c'est vrai dans beaucoup d'entreprises, en tout cas dans les entreprises, dans celles qu'on vise. Donc on a une offre qui correspond à un marché, le momentum est intéressant. Donc ça c'est intéressant, il y a mes associés, je suis très content de bosser avec eux et même de l'équipe, vraiment très content. Je suis content d'être au village, j'ai quitté Paris il y a 2 ans, je suis très heureux à Bordeaux, en famille je suis très heureux. C'est ça en fait qui fait que je suis content de me lever, c'est que tout s'aligne. Donc même s'il y a des moments évidemment plus durs que d'autres, il y a des galères, il y a des week-ends, tu te dis mais pourquoi je me suis lancé dans ce projet? Tu te souviens de la pire galère que vous avez eue avec Fari? Ou pas forcément Fari, ou avec un de tes anciens projets?
Qui t'a marqué Mes anciens vraiment? projets, ce qui m'a marqué, c'est avec mon pote Bat qu'on n'ait pas réussi à sortir Broads, ce projet-là de terre, parce qu'on avait quand même tous les voyants en vert et on n'a pas réussi à le réadapter, mais on était plus jeunes aussi. C'est peut-être pour ça aussi derrière que j'ai fait un MBA, et puis c'était peut-être pas le moment dans nos villes de le faire. Donc ça, c'est un gros regret qu'on l'ait pas lancé parce que même encore ce projet, tu vois, si on avait le temps, ce projet il marcherait. C'est ça qui est chiant, tu vois. Aux gens qui nous écoutent et qui ont envie de faire ça, faites-le, au pire tu seras content. Ah non, mais je serais très content, mais après il y a aussi le fait, je serais très content de travailler avec lui un jour, mais je pense qu'on le fera. Ok, ouais, non mais On fera. t'as pas vraiment répondu du coup à ma question, ça c'est plus un regret. Mais alors, ouais, Mais c'est plus un genre, regret. Mais une vraie grosse galère, on n'a pas encore eu. ou une difficulté, mais bon, La après, difficulté avec vous en avez Farid, pas eu, si, avec tant Farid, mieux. on a eu de la difficulté sur signer notre premier client. Parce que la première année, on s'était dit, ce qu'il nous faut, c'est des noms sur notre présentation. Donc il faut qu'on ait des Sanofi, ce que tu veux, mais il nous fallait des noms. Et sauf qu'à la fin d'année, on s'est dit, ouais, mais il va falloir rapidement du chiffre d'affaires. Et on a des cycles de vente qui sont relativement longs. Donc peut-être qu'on va avoir un problème structurel, ce qui ne pas faire rentrer d'argent. Et même s'il y a beaucoup de startups qui se disent, qui misent sur l'avenir, nous, on a un modèle où il faut qu'on fasse rentrer de l'argent de toute Ouais. façon. Donc ça a été l'inquiétude quand même. Il y a eu des moments, c'était fin 2019, des moments où on s'est quand même dit, ça sent, enfin c'est pas que ça sent le pipi, mais il va falloir quand même qu'il y ait quelque chose qui sorte parce que tu bosses à fond, tu t'investis, tu fais des rendez-vous, tu fais des propals, t'as envie que ça arrive quoi. Puis c'est le petit truc qui c'est bien quoi, tu vois, quand Ouais, t'es dans la ouais. vente, t'aimes bien travailler mais t'aimes bien quand ça paye. Et là, tu te souviens du premier devis qui a été accepté Bah là, ou... notre plus gros contrat, on l'a signé pendant le confinement. Même si on avait signé d'autres avant, le plus gros, on l'a signé pendant le confinement. Et ouais, on était hyper contents. On était hyper contents parce que ça montre, que tu te trompes pas. C'est Mhm. quelque chose où on savait qu'on pouvait apporter de la valeur, qui était dans nos cordes, qui correspondait aux besoins du client. Il y a aussi ce fit-là. C'est que, tu vois, vendre de la merde, à la limite, beaucoup de gens peut-être peuvent le faire. Mais là, on se disait, c'est exactement ce dont ils ont besoin. Nous, on est capable de le faire. Donc le match, il existe. Et c'est gagnant-gagnant. Donc Mhm. ça a été une grosse victoire. Puis ça te motive et ça te redonne un coup de boost. Et tu te dis, ok, donc on insiste là-dessus parce qu'on va dans le bon sens. Trop bien. Donc ça c'est bien. Puis après, il y a des petites victoires. Il y a déjà le fait de rentrer au village, même si on n'existait en soi pas, c'était déjà... ouais, ça, on avait on criait très très fort au téléphone. Donc, on était quand même content. Très très bonne nouvelle de rentrer ici. Après, il y a d'autres victoires. Il y a les Village Awards. On est en finale des Village Awards dans la catégorie coup de cœur du jury. Donc ça, on aura la réponse en septembre. Ok, donc quand on sortira peut-être ce podcast, Voilà, il y on aura la aura réponse, exactement. Et donc s'il sort après le 24 septembre, ben, ça sert à rien de voter parce qu'il y a 4 catégories, mais il y a aussi une cinquième qui est vote du public. Donc si vous l'écoutez avant le 24, allez voter Tu me pour mets la Farid. pression pour qu'il sorte avant. En fait. Exactement. S'il peut sortir dans une semaine, ça m'arrangerait. Non mais voilà, il y a des petites nouvelles qui viennent comme ça. Puis c'est bien quand il y a un article qui sort sur nous. Ou, tu vois, j'étais très content aussi que tu me sollicites pour ce podcast. Il y a plein de choses comme ça en fait qui montrent que ce qu'on raconte a peut-être du sens et ça fait plaisir. Puis il y a aussi être reconnu par ses pairs comme une entreprise. Enfin, tu vois, on montre qu'on travaille. On travaille, ça se voit, on échange et donc du coup, les dirigeants à qui on demande des conseils ici sont peut-être plus enclins à nous les donner parce qu'ils voient qu'on s'investit dans la vie du village, ils voient qu'on s'investit dans notre boîte, qu'on le fait sérieusement et que c'est pas une lubie de juste se dire on a une start-up et c'est marrant quoi. Là, c'est vraiment nos métiers. On est deux pères de famille sur trois associés. On a tous plus de 30 ans, il faut que ça marche en fait. Ouais, vous avez passé. Toi, t'as passé les étapes pour le fun. Oui, Avec, là, voilà, il faut que ça marche. Tu vois, j'ai une famille, enfin on a tous des familles, donc il faut que ça marche quoi. Et on n'a pas vraiment, et à la rigueur, c'est pas un mal, hein, aborder les sujets intelligence artificielle ou machine learning, etc. On n'est pas rentré dans le Bah, technique. Je pense pas forcément que ce soit volontaire de le faire, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est des mots qu'on entend beaucoup plus, comme à une époque, on entendait beaucoup fintech. la fintech, blockchain, il y a 5-10 Exactement. ans. Là, nous, on évite de trop les sortir pour les sortir, parce qu'en fait, mettre le mot intelligence artificielle sur ton site, c'est pas un élément différenciant. C'est l'usage que tu vas en faire. Et puis, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'entreprises pour qui c'était quelque chose d'abstrait. Tu vois, il y a une amie qui est formatrice qui m'a demandé de faire une formation à des gens du journal Sud-Ouest sur les usages de l'intelligence artificielle. Et en fait, il y en a qui étaient à milieu de savoir qu'ils en utilisaient tous les jours. Sur Netflix, par exemple, c'est une intelligence artificielle. Enfin, il y a plein de supports, on utilise tous les jours, les recommandations, en fait, les bots, exactement. Donc, on s'est dit qu'on n'est pas les plus légitimes parce qu'il y a des solutions beaucoup plus techniques que les nôtres. Enfin, IBM Watson, on peut pas dire qu'on est techniquement, si un jour on arrive à dire rendez-vous et que notre client nous croit que notre solution est plus technique, on sera des menteurs déjà.
Et des gens convaincants. Ils sont beaucoup plus nombreux à y travailler aussi. Voilà, c'est ça. Mais et puis on a un data scientist qui est enseignant-chercheur à Supaéro. Il a fait ça, un normalien. Et en termes de ce qu'il connaît sur l'intelligence artificielle et ce qu'on est nous capable de comprendre, déjà il y a un monde. Que tu vois, s'il parlait vraiment comme il parle à ses collègues, on ne comprendrait rien en réunion. Et deux, c'est sur l'usage qu'on peut en faire en fait. Lui, ce qu'il essaie de faire, nous, ce qu'on essaie de traduire, c'est le besoin client en version technique. Par exemple, je t'ai pris l'exemple un modèle prédictif pour prédire la vente des tickets sur un distributeur automatique pour un réseau de transport. Ça, c'est une problématique qu'on peut isoler et faire comprendre à un client. D'ailleurs, ça te demande de venir du client, mais je pense qu'il s'en fiche un petit peu de savoir toute la technicité qu'il y a derrière. C'est juste qu'il se rend compte qu'il n'est pas capable de le faire. Et même quand on les forme, mettre le modèle intégrer le modèle dans leur système, c'est une chose, mais faire en sorte que le modèle tourne et fonctionne sur la durée, c'en est une autre. Donc voilà pourquoi on n'en parle pas tant que ça. On en parle parce que c'est ce qu'on fait et c'est une réalité. C'est vraiment des choses qu'on utilise, des techniques qu'on utilise, mais c'est pas ce qui fait notre valeur. Notre valeur, elle est vraiment sur comprendre la problématique de notre client et y répondre tout simplement. C'est ça notre valeur. Cool. Du coup, justement, tu aurais peut-être un conseil, une recommandation à quelqu'un qui s'intéresserait à ces sujets-là, au sens large, intelligence artificielle, je sais pas, ça peut être un livre, une vidéo, un cours en ligne, ça peut être n'importe quoi, les trois. Ça peut être les trois, beaucoup chercher sur des revues plutôt anglophones parce qu'il y a tout simplement plus de contenu. Nous, on passe beaucoup de temps à lire ce qui se fait en fait et à regarder surtout les usages. Nos concurrents, quelles missions ils ont effectuées dans le secteur bancaire, dans l'industrie pharmaceutique. En fait, il faut être curieux, c'est comme tout, il faut être curieux et on a de la chance, on est en 2020, globalement tout le monde peut apprendre à coder gratuitement chez lui, il faut juste du temps en fait, c'est juste du temps. Donc si des gens veulent travailler là-dedans, il faut déjà qu'ils se renseignent sur les bonnes formations parce qu'il y a de plus en plus de formations qui sortent de terre, comme il y a une dizaine d'années quand tout le monde voulait devenir développeur, ou il fallait devenir développeur. Il y a eu plein de bootcamps qui sont lancés, certains bons, d'autres un peu moins. Donc c'est ce que je conseille aux gens en fait. Puis d'avoir la finalité. D'ailleurs, là on parle de technique, mais la preuve, toi t'en es la preuve, il ne faut pas forcément être un ingénieur pour travailler dans l'intelligence artificielle. En revanche, il faut parce que typiquement la boîte que l'on a à l'heure actuelle, s'il n'y avait pas Mathieu à Paris, en gros on ne pourrait pas la faire cette boîte parce que c'est lui l'expert, ça fait 12 ans qu'il fait de l'analyse de données, il s'est formé et il continue de se former, il travaille main dans la main avec notre data scientist. Et si on n'avait pas ces deux personnes-là, et encore plus Mathieu, on ne pourrait pas sortir la boîte, on ne pourrait pas délivrer la qualité qu'on délivre à nos clients, on n'aurait pas de plus-value. Quand on a fini la mission de Sanofi, les gens de Sanofi, les femmes et les hommes de Sanofi nous ont dit qu'on connaissait mieux leurs données que eux en fait, et mieux le fonctionnement de leur logiciel. Et quand ils nous disaient nous, c'était pas nous, c'était Mathieu à Paris qui a fait en sorte que ça soit possible. Et il va tellement loin dans l'analyse, il est tellement technique maintenant qu'il arrive à ce genre de résultats. Et sans une personne comme ça, en vrai, on ne pourrait pas avoir la boîte. Et maintenant, tout le défi, c'est ce qu'on a dit plus tôt, c'est de toute cette ingénierie dans la tête de Mathieu, de pouvoir la comment on la traduit en produit. Voilà. Ouais, il faut qu'on se cadre Mathieu. Il faudra que d'ici quelques années, quelques mois, on refasse un autre épisode pour voir comment vous avez... en 2021, Inch'Allah. C'est vrai ça sera un défi de ça fait partie de ce qu'on va faire parce que de toute façon, nous, on a intérêt, ça nous fait gagner du temps sur la réalisation de la mission, sur le temps de vente de la mission et le temps de réalisation de la mission. Donc on a quelque part tout intérêt à ce que ce processus s'accélère. Ok, c'est parfait parce que c'était parmi mes dernières questions. J'allais dire qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Farian qu'on continue à s'amuser, à profiter, qu'on continue à avoir un bon équilibre pro-perso, parce que c'est vrai pour nous trois, on arrive à le faire. Et même s'il y a des semaines où on bosse beaucoup, où le week-end tu te réveilles, moi je sais que je me réveille relativement tôt, mais des week-ends je me réveille très tôt pour être sûr d'avoir eu le temps, je sais pas, d'avoir 2 heures le samedi matin avant que ma femme et mon fils se réveillent, parce que on parlait d'équilibre pro-perso, ça c'est essentiel. Même si j'ai une femme extraordinaire qui est hyper compréhensive, elle m'a épaulé dans Amon-Ré, dans le MBA, et ça c'est essentiel quand même d'avoir un conjoint, une conjointe qui suit dans ce genre d'aventure. Là, j'ai quand même la chance d'avoir la perle, mais tu vois, je peux pas non plus abuser de coller tout le week-end de bosser. Puis même, j'ai pas envie, j'ai envie de passer du temps avec mon fils, avec ma femme, avec mes amis. Ouais, avoir du temps pour toi, pour se ressourcer, être mieux, et au final, parce qu'une fois que tu seras mieux personnellement, tu seras mieux professionnellement. Et puis il y a aussi le côté, je me verrais pas dans le côté égoïste de se dire, ok, ma boîte est cartonne, mais j'ai pas vu ma femme et mon fils depuis 6 mois. On avait fait un business trip quand j'étais dans l'NBA à San Francisco.
Donc il y avait beaucoup de choses fantastiques à voir, mais il y avait des entrepreneurs qui disaient qu'il avait vendu 6 boîtes en 7 ans, que des boîtes qui ont cartonné, ok. Mais après il nous a dit qu'il avait pris 15 jours de congé en 3 ans. Bah, ça pour moi c'est débile en fait, c'est un truc, lui ce qu'il kiffe c'est pas genre sa famille, c'est genre monter des boîtes et c'est son kiff, mais c'est pas le mien c'est vraiment le bon équilibre, faire un truc qui me plaît tous les matins, mais quand même passer du temps parce que c'est quand même la priorité de passer du temps en famille. Oui, c'est peut-être une des clés de savoir bien se connaître pour entreprendre, parce que justement, tu le dis, il y a plein de styles d'entrepreneuriat. Il n'y a pas un modèle qui existe, sinon on ferait tous la même formation, on sortirait tous et on ferait tous des boîtes. On ferait des robots et on ferait tous des scale-up et ça serait génial. Mais voilà, il y a un compromis à trouver. Donc en tout cas, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que bien évidemment, on continue à être en famille, que nos boîtes cartonnent, qu'on continue de s'amuser, qu'on arrive à sortir ce qu'on veut sortir, en fait, qu'il n'y ait pas de limite dans le... Pour l'instant, notre objectif, c'est sortir un produit, mais après, on en aura sûrement un autre dans 2 ans. Et vu ce qu'on a réussi à faire en 15 mois, je me dis que les 15 prochains mois vont être fous. Je le souhaite en tout cas. J'espère aussi. Merci Xavier, le temps passe trop vite. Enfin, j'ai pas eu le temps de te poser toutes mes questions, mais déjà avec ce qu'on a, je suis très très content. Merci à toi. J'ai appris plein de trucs. J'espère que les gens qui nous écouteront aussi. J'espère aussi. N'hésitez pas à passer à nous voir pendant le prochain Open Startup. Exactement. Franchement, je vais t'embaucher. C'est ce que j'allais dire. Le prochain Open Startup aura lieu et bon, c'est sûr que vous allez y participer. Donc vous ouvrirez vos portes à ce moment-là, mais peut-être que s'il y a des gens qui ont envie d'en savoir plus sur Fari ou qui ont envie de connecter avec toi, où est-ce qu'on peut les envoyer? Alors sur mon LinkedIn, donc je m'appelle Xavier Dicor. Sur LinkedIn, Dicor c'est D-I-K-O-R, donc n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse email c'est xavier.dicor@fari F-A-R-I-analytics.com. N'hésitez pas. Et puis envoyez-moi un email, je vous donnerai mon numéro de téléphone avec plaisir. Et quand on peut, on essaie de répondre à tout le monde. On est sollicité par des étudiants. Donc on n'est pas non plus multinational, donc on a quand même un peu de temps pour répondre. Et, je confirme, tu l'as fait encore très récemment où je t'ai mis en relation avec quelqu'un et tu as pris ton temps le soir après le taf pour le faire. Donc site web de Fari, bien entendu. Email, et puis passer au village pour les Open Startup, on le fait avec plaisir. Et il y a 8 heures dans la journée où vous pouvez venir nous voir. Donc, et encore une fois, Madeleine Bijoux, on en aura plein. Et du café gratuit. Il faut qu'on les ait en sponsor pour la prochaine édition. Ah bah oui, c'est important. Bon, merci Xavier. Et puis, merci à toi Guillaume. Très bientôt. Salut. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes toujours là, merci infiniment. J'espère que vous avez passé un bon moment et si c'est le cas, vous connaissez la formule. Like, partage, commentaire, toutes ces petites actions ont un impact et peuvent m'aider et aider le podcast à se développer. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Pour ne pas le louper, le plus simple, c'est de vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.